surface. Donc ça c'est un bel anécique, hein. C'est déjà une preuve de quelque chose de positif parce qu'on voit bien, il a ce gradient de couleur de la tête à la queue et puis une grande taille. Sachant qu'en France, les anéciques ils peuvent atteindre 1,10 m de long. Hein. Ouais. Donc c'est pas le cas ici. Non, Mais on est encore loin, mais il y a du on est chemin à encore faire. loin. Par contre, on voit, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un adulte. Hein. On voit sa bague ici. La bague, ouais. La bague. Donc là, c'est un adulte, il ne grandira pas plus. Maintenant, il va mettre de l'énergie pour se reproduire. Donc un anécique et son petit nom à lui, c'est Aporectodea giardi sans doute. Donc lui, c'est ce qu'on appelle un anécique strict. Et l'intérêt de ce ver de terre-là, c'est qu'il va faire des galeries verticales qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer. Il va aussi aller chercher la matière organique à la surface du sol. Et puis la diluer sur la profondeur de sol. L'entraîner en profondeur du sol. Et puis surtout, il va mélanger cette matière organique avec de la matière minérale. Et après, il va redéposer ses déjections, tous les turicules qu'on voit là. Tous les turicules qu'on a en surface. C'est notamment lié à son activité à lui. Par contre, lui, sans être un feignant, il faut savoir qu'il dort chaque été. Oui. Chaque été, il dort à partir de mi-juin jusqu'à fin août. Il dort. Il est en ce qu'on appelle la léthargie, et c'est une léthargie de type diapause, c'est-à-dire qu'il dort quelles que soient les conditions météo. Avec la chaleur notamment, non? Alors ça c'est ça peut être déclenché par la chaleur, ça peut être déclenché aussi par la lumière, la durée du jour plutôt. La durée du jour. Parce que ça travaille surtout la nuit, non? Ça travaille pas mal la nuit, parce que ça ou limite alors, en fait. Dans quelque chose qui est très couvert. Voilà, parce qu'en fait il limite les risques de prédation. Mais en fait on va voir si on en trouve un autre, parce que donc ça c'est un anécique strict, et il y a autrement un épianécique, qui lui par contre c'est un anécique aussi, mais qui dort pas l'été si le sol est humide. D'accord. Donc lui en fait c'est important de savoir qu'on a ça dans son terrain, parce qu'on sait que pendant l'été, comme il va dormir, il ne va plus entretenir son réseau de galeries. Tout son rôle fonctionnel, il va plus le faire. Mais c'est déjà un bel individu. Ah, voilà. Ça, c'est une autre famille. Alors ça, c'est un autre groupe, ouais, effectivement. Donc on appelle, cette fois-ci, c'est un endogé, parce qu'il est beaucoup plus clair. Il n'a presque pas de couleur, en fait. Hein. Voilà, si on le rince. Hop. S'il n'a pas de couleur, c'est qu'il ne vient pas au jour. Voilà, c'est qu'il ne remonte pas à la surface du sol. Parce qu'en fait, les vers de terre, c'est comme tout organisme dans le cycle biologique. On investit de l'énergie quand on en a vraiment besoin. Donc on va investir de l'énergie pour pigmenter son tégument quand vraiment on a des risques. C'est pour ça que ceux qui sont à la surface, les épigées, eux, ils sont vraiment très colorés de la tête à la queue, quoi. Mais lui, par contre, il est très faiblement coloré. Et encore une fois, on voit sa bague ici. Donc à nouveau, c'est un adulte. Ouais, c'est aussi un adulte, ouais. Donc on voit bien qu'entre les anéciques, entre ça, grande taille quand même. On a plusieurs tailles de travail, de galeries. Voilà. Ah oui, d'autant plus que cette galerie-ci, faite par celui-là, c'est pas du tout la même chose. C'est une galerie qui va être horizontale. Horizontale et temporaire. C'est-à-dire qu'en fait, il mange son sol et il le redépose ses déjections dans ses galeries. Lui, il va créer de la structure grumeleuse. Alors que lui, il va faire plutôt un réseau de galeries. Un drainage de... Exactement. De surface, ouais, c'est ça, ouais. Et alors celui-ci, quand même, il va faire des galeries qui sont verticales, mais un peu ramifiées quand même. Ce qui n'est pas le cas des épianéciques. Ouais. Celui-ci, il va dormir chaque été. D'accord. Chaque été, à partir de mi-juin jusqu'à fin août, il dort. Ça, c'est ces hormones, en fait, qui, alors au début, il va s'endormir parce qu'en lien avec l'humidité du sol, par exemple. Et puis aussi parce que la durée du jour va être de plus en plus longue, la température va être de plus en plus élevée. Donc il va se mettre en ce qu'on appelle en diapause. Il va dormir parce que ces hormones en fait prennent le relais et le font dormir systématiquement. Ça veut dire aussi que tout ce qu'il va faire, tous les côtés positifs, toutes les fonctions qu'il a dans le sol, ça s'arrête en été. Ça s'arrête sur l'été. Ouais. Donc quand on a celui-là, c'est super parce qu'il fait ses galeries, mais il faut juste savoir qu'effectivement l'été, il fait plus son travail. Et si une question, si l'été on vient amener un outil qui travaille le sol, qu'on détruit sa galerie, est-ce qu'il va reconstruire sa maison, son habitat, ou c'est fini pour lui? Ah ben lui, s'il est touché par le travail du sol, pour le coup, c'est fini. Ouais. Un ver de terre coupé en deux, ça fera jamais deux vers de terre. Non, mais la question, est-ce que, imaginons que c'est coupé, qu'on casse sa galerie au-dessus d'où il est en diapose, est-ce que quand il va se réveiller, est-ce qu'il va refaire une galerie jusqu'en surface, ou...
Il aura potentiellement la capacité. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer profit de la porosité qui aurait été créée par l'outil, par exemple. Ouais. Donc, c'est des organismes qui sont quand même capables de descendre jusqu'à 5 mètres de profondeur, s'il n'y a rien qui les empêche. Donc, ils ont une musculature, on ne soupçonne pas la musculature qu'ils ont, mais ils ont une réelle capacité en fait à creuser le sol, quoi. Et petite chose, c'est qu'effectivement, quand ils s'endorment pas dans leur galerie. En fait, ils s'enroulent sur eux-mêmes. Et ils sont dans ce qu'on appelle une logette d'estivation. Ça fait comme une petite chambre, une porosité comme ça, ils s'enroulent sur eux-mêmes. Donc quand on creuse un profil, certaines fois on peut voir des choses très arrondies comme ça, et ben c'est leur fait. Ouais, c'est là qu'ils dorment en fait. Oui, c'est une moitié. Ouais, une moitié de quoi du coup? Alors, vu la couleur, un endogé, non? Effectivement, donc quand on regarde bien, l'absence de couleur, hein, son côté très blanc comme ça, qui fait que c'est un endogé. C'est un endogé, voilà, c'est ça. C'est celui qui vient jamais en surface, c'est ça? Voilà, il reste dans le sol et lui, il va faire des galeries qui vont être horizontales. Il va manger le sol et il va reboucher en fait ces galeries par ses déjections. Donc c'est lui qui va créer des structures grumeleuses qui va quand même avoir pour finalité d'améliorer la capacité de rétention en eau de l'eau du système, du sol. Et donc c'est vraiment ce côté très éponge en fait, hein, qui est lié à cette catégorie écologique. Hein. Donc les vers de terre endogés, ils vont se retrouver, on va dire, quand on s'intéresse à la partie dynamique de la matière organique, ils vont se retrouver au dernier stade. Autant les épigées sont très importants, ils vont participer à la dynamique de la matière organique. Les anéciques vont aller chercher la matière organique à la surface du sol et vont l'enfouir dans le sol, dans leur galerie. Et les endogés, en fait, ils vont tirer profit de la matière organique qui est déjà dans le sol. Soit enfouie par les anéciques ou soit enfouie lors d'un travail. Mais en tous les cas, ou des systèmes racinaires morts. Alors les vers de terre, ça ne mange pas le système racinaire vivant, heureusement. Oui. Parce que sinon, ce serait ce qu'on appelle un phytophage. Et là, pour le coup, ce ne serait pas bon pour... On en a bien assez des taupins. Des animaux qui vont... Ouais. Mais les endogés, ils se retrouvent vraiment à la fin. C'est pour ça qu'on appelle ça des géophages, parce que ça mange de la matière organique, mais déjà dans le sol, en fait. Alors que les anéciques, eux, ce sont ce qu'on appelle des saprogéophages, parce qu'ils prennent de la matière organique et du sol. Et à la fin, les épigées, ce sont des saprophages, parce que eux, ils mangent que de la matière organique et ils ne creusent que très peu, voire pas du tout de galeries en fait. L'idée c'est bien d'avoir les autres catégories écologiques et c'est bien d'avoir aussi les épi-anéciques. Après, de pouvoir déjà maintenir les anéciques, même quand c'est les anéciques stricts, ça veut dire qu'ils ont un réseau de galeries. Leur réseau de galeries ne va pas systématiquement complètement se boucher. Oui, il va pas se boucher. C'est qu'ils ne vont pas l'entretenir en fait. Ouais. Donc effectivement, c'est moins bien que d'avoir un réseau de galeries qui est entretenu. Ça c'est clair, mais par contre l'intérêt c'est quand même que ça va être là. Oui. Donc, il va y avoir une sorte de drainage vertical qui va permettre l'infiltration de l'eau. Voilà, le seul truc c'est qu'effectivement potentiellement, ce réseau de galeries il peut quand même s'obstruer. Donc on peut imaginer quand même qu'il sera moins efficient qu'un réseau de galeries fait par des épianéciques, ceux qui ont la tête rouge, quoi. Par contre, les épianéciques, s'il se met à faire très chaud, ils dorment aussi. Hein. En fait, s'il n'y a plus d'humidité dans le sol, voilà. Tout le monde est au repos. Tout le monde est à l'arrêt. Tout le monde est à l'arrêt. Donc, et là, avec le changement climatique vers lequel on se dirige, en fait, c'est certain qu'on va aller de plus en plus vers des moments où les sols sont très secs. Et donc, les vers de terre, ils se mettent cette fois-ci, ce qu'on appelle la diapause. Enfin, ils s'endorment, quoi. Cet été, comme ça, à l'œil, on voyait qu'il n'y avait aucune activité. Avec les fortes chaleurs de plus de 40 degrés, on voyait qu'il n'y avait aucune activité. Quel que soit l'endroit ou quoi que ce soit. Pas d'humidité, pas d'activité des vers de terre. Et il faut être conscient qu'on risque d'aller vers ça. D'où l'intérêt en fait de réduire au maximum l'évaporation. Et donc du coup couvrir son sol. Et je vois qu'effectivement ici il y a une couverture de sol et c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est un peu le but de la pratique. Hein. C'est ce qu'on appelle en fait le gîte et le couvert, quoi. Maintenir de quoi manger, mais aussi maintenir en fait les conditions d'habitat les plus favorables possibles. Et l'humidité, ça fait partie. C'est pour les vers de terre, mais c'est pas que pour les vers de terre. Hein. L'ensemble des organismes du sol ont vraiment besoin d'avoir un minimum d'humidité dans le sol pour être actifs. C'est le cas aussi des micro-organismes. Si le sol est très très sec, ça va pas être favorable pour une activité microbienne importante. Hein. Alors on aurait pu s'attendre à avoir des épigées. C'est vrai que pour l'instant on n'en a pas vu.
Donc les épigées, eux, ils sont de petite taille, ils vivent à la surface du sol, dans des amas organiques en fait. Ces vers de terre, c'est typiquement les vers de terre qu'on va retrouver dans le compost. Quand on parle de lombricompostage, de vermicompostage, ce sont typiquement les vers de terre qu'on va retrouver. Et eux, ils vont avoir un rôle très important sur la dynamique de la matière organique. C'est pour ça qu'ils sont dans le compost. Donc ils vont accélérer la dégradation. On trouve, un autre encore. Je me rappelle dans mon enfance, dans les tas de fumier pour partir à la pêche très rapidement. Exactement, ouais, tout à fait. Des vers de terre plutôt rouges, non? Oui, c'est ça. Qui n'ont pas de gradient de couleur pour le coup et qui sont de plus petite taille. Là, ils ne vont pas excéder les 5 cm quand ils sont au stade adulte. À chaque fois, quand je parle de petite taille, c'est au stade adulte. Parce que les juvéniles, donc le tout premier stade en fait, des vers de terre, pour le coup, ils peuvent être tout petits. Ils peuvent être quand ils sortent du cocon. Parce qu'un ver de terre, en fait, c'est hermaphrodite, protendre. Donc, comment ça marche? Un ver de terre, d'abord, c'est mâle. Donc là, on peut peut-être imaginer que celui-ci est mâle. D'accord. Voilà, on ne sait pas. Deux vers de terre mâles vont en fait se rencontrer et vont échanger leurs spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, ils sortent par un petit orifice qu'on appelle le pore mâle, qui est localisé sur le 15e segment. Et ce pore mâle, des fois, il a une forme de cœur. Des fois, c'est un petit point comme ça. Il faut vraiment observer alors. Il faut vraiment observer, ouais. Ensuite, ils vont se séparer et les organes génitaux femelles vont atteindre la maturité. Donc, par exemple, Polo va devenir Paula. Robert va devenir Roberta. Donc, il y a Polo et Robert au début à la surface du sol. Polo donne ses spermatozoïdes à Robert. Robert fait de même. Ils vont stocker chacun les spermatozoïdes de leurs congénères dans des spermathèques. Et après, ces spermathèques vont être... les spermatozoïdes des spermathèques vont être utilisés pour féconder les ovules de Polo et de Roberta. Enfin, de Paula et de Roberta, pardon. Et donc ça va produire des cocons. Et tout à l'heure, il me semble avoir vu un cocon d'ailleurs. Et dans les cocons, alors les cocons, ça peut contenir un ovule fécondé ou ça peut être plusieurs ovules. Ça veut dire que d'un cocon, certaines fois, on peut trouver un petit ver de terre qui va sortir. Ou des fois, ça peut être 3 vers de terre qui vont sortir. Les épigées, ils font une centaine de cocons par an. Donc ils se reproduisent très vite. Il y a une reproduction assez rapide. Très très rapide. Et en peu de temps, ils vont en plus du stade juvénile, ils vont atteindre le stade adulte très rapidement, en l'espace de 45 jours. Donc c'est vraiment des individus qui mettent de l'énergie dans la reproduction. Alors que les anéciques, qui peuvent vivre en moyenne 5 ans, anéciques et endogés peuvent vivre 5 ans. 5 ans, ouais, c'est plus long déjà. C'est plutôt pas mal pour 5 ans dans la même galerie pour les anéciques là. Alors, si l'environnement devient moins favorable, ils vont partir. D'accord. Si l'environnement, s'ils n'ont plus à manger, tout ça, ils sont capables de partir. On dit que c'est une galerie permanente parce qu'elle est réutilisée. D'accord. Et d'ailleurs, l'intérêt qu'elle soit réutilisée, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils déposaient leur déjection à la surface du sol. Mais ils déposent aussi une partie de leur déjection dans leur galerie. Sauf que comme ils passent et repassent dans leur galerie, en fait, quand ils montent et quand ils descendent dans leur galerie, ils vont tasser les déjections et ça va créer ce qu'on appelle un manchon organique. Tout autour en fait de la galerie, il va y avoir un manchon organique qui va tapisser. Et l'intérêt de ça, c'est que ce manchon organique va pouvoir absorber certains pesticides quand il y a des pesticides. Et ça va, le long de ce manchon organique, on a aussi une activité microbienne qui est très importante. Et donc potentiellement on peut dégrader une dégradation de certains pesticides. Alors pas tous évidemment, et évidemment qu'il faut réfléchir à la quantité de pesticides qu'on met. Mais il faut savoir que voilà, c'est aussi un des rôles fonctionnels de cette galerie et des déjections de manière générale, c'est d'être capable de stimuler l'activité microbienne et derrière en fait de participer à la dégradation des pesticides. On peut en conclure que plus on a d'activité organique, plus on a un rôle épurateur de nos sols. Plus on a d'activité biologique, et effectivement... Une activité biologique, et plus on aura un rôle épurateur. Enfin, même si effectivement l'activité biologique a une certaine capacité à dégrader les pesticides, et pas que les pesticides, ça peut être aussi le cas par rapport à des nitrates, par rapport à différents éléments qui peuvent être mis sur le sol, différents contaminants. Il ne faut pas oublier que c'est pas leur rôle principal non plus, quoi, et qu'à un moment donné on va se retrouver, si on met des quantités trop importantes en fait. C'est comme tout, tous les excès sont néfastes. Voilà, exactement. Et, les vers de terre en fait sont capables quand même d'ingérer 30 fois leur poids de terre par jour. Ah, par jour? Par jour. Ah oui. Donc c'est pas rien. Et sachant que on va se retrouver sur des vers de terre qui peuvent faire, pour les plus gros, entre 5-6 grammes par exemple. Bon, il y en a des tout petits, mais
Et si on multiplie ça par le nombre de vers de terre, ça doit commencer à représenter une certaine masse. Une certaine masse. Par année, ce qu'ils sont capables de produire en turicule, rien qu'à la surface, ils sont capables de produire 30 tonnes de déjection à la surface. Et si on prend compte ce qu'il y a aussi dans le sol, notamment lié aux endogés, on atteint en France 240 tonnes. 240 tonnes, ouais. Ouais, ça commence à représenter. Ouais, sachant qu'effectivement, au tout départ, quand on a dans sa main, quand on a une motte de sol qui fait 100 grammes, et ben la faune du sol, qui est majoritairement représentée par les vers de terre, ne correspond qu'à 0,08%. Donc c'est pas grand-chose si on ramène ça dans sa main. Mais en fait, quand on voit tout ce que ça peut générer comme fonctionnement, c'est vraiment important. Et il ne faut pas minimiser en fait ce que ça peut... Le travail de petites choses comme ça. Voilà. Et puis en plus, parce que in fine, c'est nous qui en tirons profit. C'est ce qu'on appelle maintenant les services écosystémiques. C'est vraiment les services dont l'homme tire profit. Mais là, on vient de parler de rendement. On vient de parler de réduire l'érosion. On pourrait aussi parler du fait d'améliorer le stockage de carbone. Enfin, c'est tout ça en fait, lié non pas que aux vers de terre. Parce qu'ils stockent le carbone aussi. Ils vont participer, alors pas tout seuls. En fait, autant les vers de terre, c'est vraiment ce qu'on va appeler les ingénieurs physiques du sol. Mais les ingénieurs chimiques du sol, ce sont les micro-organismes, les bactéries, les champignons. Donc tous ceux qui favorisent en fait le stockage de carbone, c'est aussi et surtout les bactéries et les champignons. En fait, les bactéries et champignons ne pourraient pas vivre s'il n'y avait pas de vers de terre. On ne va pas dire ça. On pourrait dire qu'ils pourraient vivre, mais ils seraient moins actifs. Parce qu'en fait, de la même manière, les bactéries et les champignons, ils ont besoin d'oxygène. Ils ont besoin d'un habitat qui soit favorable. Et le plus souvent, si les conditions ne sont pas favorables, les bactéries sont présentes, mais elles sont en dormance. C'est pour ça qu'en fait, pendant longtemps, on a pu dire que les sols étaient morts, les sols agricoles étaient morts. C'est pas vrai. En fait, pour certains d'entre eux, ils sont en complète dormance. Parce que c'est trop compact. Trop tassé. Exactement. Et donc le rôle des vers de terre, mais pas que, c'est aussi le système racinaire des plantes, c'est d'améliorer la structure du sol pour favoriser justement la circulation de l'air à nouveau. Et puis du coup relancer une dynamique liée aux micro-organismes dans les sols. Donc voilà, mais donc vraiment avoir en tête que c'est complémentaire. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre, mais ils ont vraiment besoin les uns des autres. De tous jouer leur rôle. Tout à fait, ouais. Et là, on a regardé les vers de terre, on a parlé des micro-organismes, mais il ne faut pas oublier que dans le sol, il y a aussi des collemboles, il y a aussi des nématodes, des petits vers, il y a aussi des cloportes. Enfin, la diversité est très importante et c'est tout ça qui marche ensemble. Je vois souvent les cloportes par rapport à... La diversité, c'est ça qui est important parce qu'en fait, les carabes, donc on les appelle les auxiliaires de culture, ils vont être là sur le sol aussi pour notamment manger les limaces. Mais pour certains d'entre eux, en fait, tous les carabes ne consomment pas des limaces. J'ai vu que c'était plutôt granivore. Pour certains, mais d'autres vont manger en fait des limaces. Et donc du coup, c'est pour ça que, encore une fois, c'est pas uniquement le nombre de carabes qui nous intéresse, mais c'est la diversité. C'est la diversité comme les vers de terre. Voilà, plus sera divers et plus on peut espérer que ceux qui mangent les limaces, donc qui vont vraiment protéger les cultures, seront présents, quoi. Donc toujours en fait introduire la diversité. En fait, quand on parle d'écologie des sols, il faut penser nombre, d'accord, diversité, les groupes fonctionnels, là, les différents types, ce qui mange et tout ça, et puis leur activité. Donc c'est vraiment les trois piliers de l'écologie, ça. Le nombre, ok, ou la biomasse, l'activité, et puis derrière la diversité. On peut être très nombreux, mais si on n'est pas divers, ça ne marche pas. Et on peut être très nombreux, mais si on n'est pas actif, ça ne marche pas pareil. D'accord. Donc les endogés, en fait, comme ils sont dans le sol, eux, ils vont vraiment avoir besoin qu'on leur apporte cette matière organique. Donc la matière organique peut être apportée par les anéciques, ou bien ça peut être enfoui aussi par un travail du sol, par exemple. Et c'est pour ça que quand on fait une simple quantification du nombre de vers de terre, on peut très bien se trouver avec un même nombre de vers de terre dans un système labouré dans lequel on a mis de la matière organique, qu'un système où il n'y a pas eu de travail du sol, ou un travail du sol simplifié, où on n'a pas apporté de la matière organique. On aura le même nombre de vers de terre, mais la grosse différence, ça va être que dans un cas, on aura énormément d'endogés, et dans l'autre cas, en fait, là où on a réduit le travail du sol, on va favoriser le développement d'anéciques. Des différents groupes écologiques. Groupes écologiques. Voilà. En fait, donc c'est pour ça qu'un nombre de vers de terre, ça ne suffit pas à lui-même. Donc on peut très bien apporter la matière organique, elle peut compenser un petit peu le travail du sol, mais pas complètement, dès lors qu'on s'intéresse aux fonctions dans le sol, quoi. D'accord.
C'est ça qui est un petit peu compliqué à intégrer, mais en tous les cas, ça montre bien qu'un nombre de vers de terre, c'est pas suffisant. Il faut vraiment aller sur les catégories écologiques. Et si on n'a que des endogés, il y a certaines fonctions qui seront pourvues, mais pas toutes les fonctions. Okay. Un labour sur labour sur labour, maintenant c'est clair et net que c'est quelque chose qui va, en tous les cas concernant les vers de terre, c'est quelque chose qui va altérer de manière vraiment importante. Enfin, ça va faire réduire le nombre de vers de terre. Et encore une fois, pas que le nombre de vers de terre, mais notamment les anéciques. Et donc tout ce rôle filtrant qu'on a pu voir tout à l'heure, en fait, ça ne marche pas du tout, quoi. Par contre, effectivement, il y a des travaux qui montrent aussi que si on arrive à maintenir on arrive à une densité et une diversité de vers de terre tout à fait correcte, et si on laboure une fois, on ne va pas faire complètement chuter. Et on ne va pas complètement détruire notre communauté de vers de terre. Pas du tout. Ce qui est vraiment préjudiciable, et là je suis d'accord avec vous, c'est vraiment le labour sur labour sur labour sur labour. C'est de faire... Donc du coup, ces trois grands groupes écologiques sont fondamentaux. On voit bien leur complémentarité, mais il ne faut pas occulter tous les autres organismes avec qui ils sont en interaction. De toute façon, le sol c'est de l'interaction permanente entre de la physique, de la chimie et de la biologie. Et au sein de la biologie, il y a des interactions permanentes entre les micro-organismes, bactéries, champignons, les vers de terre, mais aussi les colamboles, donc ces petits organismes-là qui sautent, les nématodes, les protozoaires, tout ça c'est en interaction permanente. Aussi les larves d'insectes, même si certains organismes ne sont pas toujours profitables pour la culture, les larves de taupin, voilà, ça va pas être profitable. Qui pour nous sont plutôt contraignants. C'est contraignant, mais en fait il faut voir si un écosystème fonctionne bien, on doit avoir aussi une régulation biologique qui se mette en place. Un équilibre de tout. Entre ceux qui sont ravageurs et puis ceux qui sont plutôt qu'on va considérer comme étant les auxiliaires en fait, de culture. Donc, mais c'est tout ça qui fonctionne ensemble, c'est sûr. Et c'est pour ça aussi que quand on réfléchit la durabilité d'un agrosystème, il ne faut pas penser uniquement soit le compartiment physique. La physique, ça peut être le fait de travailler le sol ou pas. La chimie, c'est le fait d'apporter des fertilisants ou de mettre des phytos. Et la biologie, c'est tous les organismes qu'on a pu évoquer. Réfléchir la durabilité d'un agrosystème, c'est réfléchir sur ces trois piliers. Ça ne sert à rien de vouloir booster son système en mettant de la poudre de perlimpinpin si son sol est ultra compact. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment réfléchir les trois leviers. Et c'est pour ça que les gens qui réfléchissent uniquement en termes de « j'arrête de travailler mon sol, ça ne suffit pas ». Il faut réfléchir, comme vous le faites sans doute, la rotation des cultures, la couverture de sol, la diversité. Utiliser le bon outil au bon moment dans notre façon de faire. Tout à fait. Mais en tous les cas, ne jamais réfléchir uniquement sur un de ces leviers. Donc physique, chimique et biologique, il faut que ce soit réfléchi vraiment toujours ensemble parce que de toute façon, ça ne fonctionne qu'en interaction. Et la résultante, si on attend des rendements, mais si on attend aussi une préservation de l'environnement, parce que c'est ça la durabilité. La durabilité, c'est que les agriculteurs ils s'en sortent financièrement, mais aussi... Et qu'on puisse continuer à cultiver d'année en année. Voilà. Il faut avoir une réflexion sur du long terme et surtout, il faut être... je pense que la durabilité, c'est peut-être pas avoir des rendements très élevés à un moment donné. Et puis l'année d'après, ça soit dans l'autre sens. Ça s'effondre. En fait, je pense que ce qu'il faut aller, ce vers quoi il faut aller, c'est la durabilité aussi et la stabilité, en fait. Accepter d'avoir des rendements moins importants, mais qui soient plus stables dans le temps. Et en lien avec... certaines formes de résilience par rapport au climat, au changement climatique, etc. Oui. Clairement. Et puis, quelque chose qui est certain aussi, c'est qu'il ne faut pas attendre une réponse. La biologie, ça répond... pas tout de suite. Les micro-organismes répondent très rapidement. Si on met des phytos ou bien si on apporte de la matière organique, ils vont réagir très rapidement. Les vers de terre, il va falloir attendre, si on met de la prairie dans sa rotation, il va falloir attendre 1 an et demi, 3 ans de prairie dans sa rotation. 3 ans, c'est déjà bien. On va voir que le nombre de vers de terre augmente de manière significative avec des anéciques, des endogés, des anéciques et puis quelques épigées. Et que les fonctions vont s'améliorer. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit du jour au lendemain, ça c'est clair. Et c'est pour ça que des fois il y a un gap, une distance entre ce à quoi s'attend l'agriculteur qui lui a besoin d'un revenu dès l'année prochaine et puis la réponse de la biodiversité des sols, quoi.